sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Carte sur table. La semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, est intervenu sur France 2 pour parler de politique internationale. Sur 1h30 d'émission, il a consacré 4 minutes à l'Arménie. On retiendra que pour lui, la question de l'Artsakh semble réglée depuis la guerre des 44 jours, mais que s'agissant de l'Arménie, la France serait aux côtés de l'Arménie pour exiger le retrait des troupes azerbaïdjanaises du territoire souverain de l'Arménie. Cette prise de position s'accompagne de l'envoi d'une mission d'observateurs européens civils sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise afin d'identifier où sont les zones contrôlées par l'Azerbaïdjan et jusqu'où elles doivent reculer. Une condamnation de l'Azerbaïdjan qui ne s'accompagne d'aucune sanction, contrairement par exemple à la Russie lorsqu'elle a envahi le territoire souverain de l'Ukraine. Une défense de l'Arménie qui ne s'accompagne d'aucune aide en matériel militaire, alors qu'on le sait depuis la guerre des 44 jours, si l'Azerbaïdjan continue à s'armer, l'Arménie n'a quasiment été plus fournie en armes. Les avions Su-30SM sont cloués au sol faute de missiles, les systèmes d'observation par satellite n'existent pas encore pour l'Arménie, et même les munitions d'artillerie ou de combat n'ont pas été livrées par la Russie. Dans ces conditions, comment l'Arménie peut-elle faire face au tandem turco-azéri si l'Europe et la France ne lui fournissent pas les moyens de se défendre ? Que peut et que doit faire la France en Arménie, mais aussi en Artsakh, qui ne doit pas être la dernière oubliée. Pour en parler, Carte sur table recevra ce matin Anaïda Gopian, la nouvelle présidente du comité de défense de la cause arménienne, ainsi que les sénateurs Pierre Ouzoulias et Bruno Retailleau, et les députés Sabrina Agristi-Roubache et Clémentine Autain. Cette émission de Carte sur table est à suivre en direct sur 99,5 MHz, mais aussi en vidéo, puisque la radio c'est désormais aussi de la télévision, sur notre site radio-hypefm.com, sur notre live Facebook ou sur notre live YouTube. Mais également sur notre application smartphone, ainsi que demain, en rediffusion et en podcast, sur notre site internet et à l'antenne à partir de 9h15. Anaïda Gopian, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous recevoir ce matin, puisque donc vous êtes la nouvelle présidente du comité de défense de la cause arménienne. En quelques mots, quel est votre sentiment avant de prendre cette difficile tâche ? Je suis très heureuse aussi d'être ici. En quelques mots, mais c'est très compliqué de résumer ça tellement il y a des choses à faire. Je suis consciente du travail qui reste à accomplir. Ça va être une année qui va être très compliquée, enfin des enjeux que nous avons qui sont très compliqués face à l'urgence que nous connaissons. En Arménie et en Artsakh, la tâche est immense, donc j'ai hâte à ce qu'on se mette tous au travail. Alors, le CDSA a beaucoup travaillé ces dernières années, notamment sur l'interdiction des loups gris, mais aussi sur la mobilisation de la classe politique autour de la question de l'Artsakh. Vous avez énormément travaillé sur les questions des 2 résolutions qui sont passées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Quelles sont aujourd'hui les thématiques sur lesquelles le CDCA porte son attention ? Alors, plusieurs thématiques. La première, évidemment, encore une fois, ces résolutions, mais plutôt maintenant pour contrer l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, pour l'arrêter, sous plusieurs formats évidemment. Tout d'abord les sanctions, on en a beaucoup parlé, mais maintenant il faut passer à l'acte et il faut les mettre à l'œuvre. Évidemment l'envoi d'aide militaire en Arménie, parce que c'est beau de condamner, mais il faut ensuite aider l'Arménie, il faut la soutenir, et il faut la soutenir de manière concrète avec l'envoi d'aide militaire, au moins défensive dans un premier temps. Évidemment en France aussi, parce que la communauté arménienne, en tout cas les Français d'origine arménienne, font face à beaucoup de menaces de la part des Turcs et des autorités turques aussi. On a tous à l'esprit les déclarations de Mevlut Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, qui demandait à sa communauté de s'organiser face aux Arméniens. Donc on connaît la communauté turque, on connaît les loups gris. On a demandé évidemment au ministre de l'Intérieur d'agir en ce sens, parce que la menace est sérieuse et on la connaît. Et voilà, bon, la liste continue, mais ce sont déjà les 3 principales questions. Et évidemment, mais on y reviendra tout au long de l'émission, j'en suis certaine, la question de l'Artsakh,
qui n'est absolument pas réglé et qui manque pendant l'intervention d'Emmanuel Macron sur France 2. Et aujourd'hui, on a 120 000 Arméniens qui vivent en Artsakh. Qu'est-ce qu'on fait de ces Arméniens-là? Est-ce qu'on les condamne à mourir? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la solution qui est acceptée par la communauté internationale et qui est tout à fait inacceptable. Alors, je vais vous poser peut-être une question d'actualité, parce que cette semaine, le CDC a sorti un communiqué en soutien aux militants de la cause arménienne. Que s'est-il passé pourquoi l'Azerbaïdjan? Donc l'Azerbaïdjan cherche aujourd'hui à faire traduire en justice des militants de la cause arménienne. Oui. Alors, l'Azerbaïdjan, on le sait, ne connaît que le rapport de force. C'est la seule langue qu'utilise l'Azerbaïdjan, faire peur, terroriser, utiliser toute sa force pour contrer de quelle manière que ce soit les Arméniens, qui soient pacifiques, que ce soit sur le terrain militaire, enfin voilà, de toutes les manières. Alors, pour revenir un peu aux faits, c'est une manifestation qui n'a pas été organisée, qui a eu lieu, je ne sais pas, il y a quelques semaines de ça. Et aujourd'hui, soudain, on apprend qu'il y a ou en tout cas un militant de la cause arménienne qui a été arrêté et un autre qui a été qui a été convoqué au commissariat de police. Oui, pour l'instant, ils sont convoqués et on leur présente un certain nombre de faits qui leur sont reprochés. Voilà. Moi, je suis curieuse de voir ces faits-là, surtout quand on voit... je dirais en face, bon déjà le contexte qui est quand même celui qu'il est, c'est-à-dire des vidéos où on voit des Arméniens être mutilés, on parle de viol, on parle des Arméniens mourir, on voit cette vidéo où on a des soldats qui sont alignés et qu'on fusille, on voit le racisme qui est au plus haut sommet de l'État quand on entend Aliyev chasser les Arméniens comme des chiens, quand on voit l'ambassadeur, pour parler de la France, d'Azerbaïdjan en France, qui dit... un bombardement génétiquement arménien, enfin voilà, c'est le terme de génétique qu'il utilise, ça a été d'ailleurs dénoncé par la LICRA que je salue ici. Quand on voit une représentante de l'ambassade d'Azerbaïdjan, culturelle par ailleurs, donc c'est assez ironique, qui dit on ne vous a pas assez tué pendant la guerre, dans ce contexte-là... la colère est légitime. La colère est non seulement légitime, mais quand il y a une inaction face aux autorités azerbaïdjanaises qui sont présentes en France et qui se croient tout permis, et quand à côté de ça, on convoque un militant de la cause arménienne sous prétexte que... je ne comprends même pas déjà le motif de cette convocation, mais bon, c'est un deux poids, deux mesures qui est consternant, qui est inacceptable, et il va falloir y faire face. Et donc, vous avez demandé que toute poursuite soit abandonnée contre... tous les militants de la cause arménienne. Exactement. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans le sujet, et donc c'est la mobilisation de la classe politique. On a vu cette semaine, mais aussi la semaine précédente, beaucoup de résolutions, de vœux adoptés par un certain nombre de municipalités, que ce soit Paris, Marseille, Alfortville. Il y en a eu d'autres dans d'autres villes. Il y a eu la région PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va y en avoir d'autres. Il y a eu le Grand Est. Comment vous jugez cette mobilisation? On voit que depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, et c'est concomitant avec la sortie de ces vidéos, il y a un élan de solidarité à l'égard de l'Arménie. Alors évidemment, c'est très bien. Je salue tout élan de solidarité à l'égard de l'Arménie. Maintenant, la situation est urgente. On fait face à des personnes qui ne s'arrêteront que quand ils auront pris Yerevan, la capitale de l'Arménie. Ils le disent très clairement. Des premiers messages existent déjà qui racontent à quel point Yerevan est une capitale azerbaïdjanaise, et puis la mosquée de Yerevan, etc. On voit des livres pour enfants qui parlent de Yerevan. Donc voilà, clairement, on fait face à un gouvernement, une dictature, et surtout un tandem turco-azerbaïdjanais qui ne s'arrêtera que quand l'Arménie sera effacée de la carte. C'est un plan qui tient depuis 1915 et peut-être un peu avant. Donc, quand on voit ce qui se prépare en face, les vœux de soutien sont très importants et je les salue, mais là, il va falloir agir concrètement sur le terrain, par une protection militaire, de toutes les manières qu'il soit, par une protection militaire et aussi ici en France avec les sanctions. Mais voilà, là, l'urgence, c'est vraiment d'agir concrètement. Alors, on a justement, sur ce sujet-là, ce qui a marqué aussi, j'en ai parlé en introduction, l'intervention du président de la République. On a l'impression que la France s'est réintroduite dans le jeu international, d'abord à travers cette conférence européenne à Prague,
où autour de la table, il y avait Charles Michel, Emmanuel Macron, Ilham Aliyev et Nicole Pachignan, qui a abouti à l'envoi d'une mission d'observation civile. Et puis donc l'émission qui a suivi, qui a été une émission assez pédagogique finalement. Mais qu'est-ce que vous en avez retiré de cette émission ? Écoutez, bon déjà sur l'envoi des civils, c'est une première étape, mais qui est très peu suffisante, encore une fois, quand on parle du contexte et quand on connaît cet exercice du rapport de force de la part de l'Azerbaïdjan, c'est qu'une très petite solution, et derrière, il faut vraiment l'envoi de forces d'interposition réelles et pas que des civils. Sinon, reste la question de l'Artsakh, parce que très bien, tout le monde condamne l'agression de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien, mais je rappelle l'urgence de l'Artsakh. On a encore aujourd'hui 120 000 Arméniens qui sont sur place et qui ne bougeront pas de là-bas parce que c'est leur terre, parce qu'ils ont vécu de manière ininterrompue depuis des millénaires. On ne peut pas dire à ces Arméniens-là, on vous condamne à la mort, ou alors, solution encore plus cynique, on vous condamne à la protection de l'Azerbaïdjan. La même Azerbaïdjan qui torture des Arméniens, les découpe en morceaux et l'affiche fièrement parce qu'il sait qu'il n'y aura aucune sanction. Donc clairement, c'est une question très urgente, c'est une question à laquelle il va falloir trouver une solution, parce que sinon, on condamne à la mort 120 000 Arméniens. Alors, ce que je vous propose, Anaïd Agopian, puis vous réagirez, nous avons maintenant en ligne, en vidéo, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui s'est rendu déjà à plusieurs reprises en Arménie, avec le président Larcher, on a vu cette semaine qu'il y a encore eu une question au Sénat qui a été posée par Valérie Boyer sur ce même thème. Donc je vous propose d'entendre Bruno Retailleau. Monsieur le sénateur Retailleau, merci pour cette interview. Vous avez entendu le président de la République la semaine dernière qui est intervenu sur l'Arménie. Pour autant, est-ce que vous jugez que la position de la France est suffisante ? Non, moi, évidemment que non. Ça fait des semaines et des semaines que je me bats avec d'autres parlementaires pour exiger d'abord de la France, de l'Union européenne, du Conseil de sécurité des Nations unies, une réaction beaucoup, beaucoup plus forte. Moi, ce qui me choque, c'est le deux poids, deux mesures. Que Mme van der Leyen soit allée conclure à Bakou avec l'Azerbaïdjan un accord gazier, alors que les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Comment se fait-il que l'Union soviétique, pardon, la Russie agresse et viole la souveraineté de l'Ukraine? Il y a des sanctions en retour, et notamment sur le gaz, et que là, on n'en est pas. Est-ce qu'une vie d'un Arménien vaudrait moins qu'une vie d'un Ukrainien? Est-ce que les principes sont à géométrie variable? C'est-à-dire que la violation de la souveraineté d'un État est importante lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et le serait moins lorsqu'il s'agit de l'Arménie. Non, non, c'est quelque chose qui est intenable. Je trouve que la communauté internationale ne se mobilise pas suffisamment. L'Europe, évidemment, mais j'arrête de penser que Mme van der Leyen peut avoir un sursaut, comment dirais-je, de courage sur l'Arménie. Mais en revanche, la France doit aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et je crois que la première chose que la France devrait faire, c'est d'aider l'Arménie en fournissant des armes défensives, en vous permettant de, justement, contrecarrer les agressions azéries. Vous avez évoqué des sanctions. Il y a une résolution qui est en cours de préparation au Sénat sur le sujet. Il est vrai que lorsque l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie et viole son territoire souverain, on pourrait s'attendre que le clan Aliyev subisse des sanctions, ce qui n'est pas le cas. Mais bien sûr, c'est ce qu'on va demander. Nous, la résolution, elle est rédigée au Sénat et elle sera discutée et j'espère bien adoptée dans quelques jours à la mi-novembre. Là encore, je pense que le Sénat s'honorera justement d'une réaction comme nous l'avions fait il y a 2 ans après la guerre des 44 jours, puisque nous avions été la première assemblée parlementaire au monde à adopter une résolution qui demandait justement la reconnaissance de la République d'Artsakh du Haut-Karabakh. Moi, je pense que tout cela est très, très insuffisant, que nous devrions sanctionner le clan azéri de M. Aliyev. Désormais, il y a quelques jours, la documentation et les faits désormais sont établis. Il y a des crimes de guerre. Il y a eu ces vidéos, cette jeune femme de 36 ou 37 ans qui avait été mère d'enfants d'ailleurs, de 3 enfants je crois, qui avait été violée, démembrée. On a eu aussi ces soldats qui ont été
là aussi désarmés et puis tués dans des conditions abominables. Donc, je pense qu'on doit pouvoir sanctionner directement M. Aliyev et tout son clan. Malheureusement, ce que je ressens, ce que je pressens, c'est que la diplomatie azérie est extrêmement active en France, qu'elle fait son travail et qu'elle tente de paralyser un certain nombre de responsables français ou de parlementaires français. Mais il faut qu'il y ait une réaction. Enfin, moi, je rappelle ce que je n'aurais pas besoin de rappeler à votre micro et à votre antenne, c'est que vous avez subi un génocide. Imagine-t-on aujourd'hui l'Allemagne attaquant Israël et la communauté internationale dans le silence? Non, je pense qu'il faut une réaction qui soit une réaction à la hauteur. Et si les autres ne font rien, la France, avec laquelle l'Arménie partage énormément de valeurs, je veux simplement redire qu'il y a seulement quelques années, il y a 4 ans, en 2018, le grand sommet de la francophonie se tenait à Yerevan. Donc la France doit agir. On a un certain nombre de matériel, de dispositifs qu'on pourrait vous livrer pour vous permettre justement de vous défendre. Je pense que ce serait déjà un premier pas. La France, avec l'Union européenne, a décidé d'envoyer des observateurs civils pour vérifier que les Azéris occupent ou pas une partie du territoire souverain et pour ensuite leur demander de reculer si nécessaire, enfin, ce sera nécessaire. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou qu'il faut aussi accompagner ça de mesures plus, on va dire, sécuritaires, militaires? Moi, je suis depuis le départ favorable à une force d'interposition. D'où qu'elle vienne de l'ONU, mais on aura, je pense, du mal à la mettre en place rapidement dans ce cadre-là. Les civils, cette délégation, c'est sans doute un premier signal, mais il est totalement insuffisant. Croyez-vous un seul instant que ça va effrayer M. Aliyev, vraiment, franchement. Non, non, je pense que ces gens-là ne connaissent que le rapport de force. Voilà. Il y a des crimes de crimes de guerre, sans doute contre l'humanité qui ont été commis. Il doit y avoir des sanctions à la hauteur, mais les sanctions, c'est toujours, si j'ose dire, ex post. Il faut aussi prévenir. Et prévenir, c'est la livraison des armes et c'est une force d'interposition. Je pense que sans cela, malheureusement, on sera condamné à n'être que spectateur et on ne peut pas laisser tomber l'Arménie qui mène un combat de civilisation. C'est pour nous important et en tout cas ça l'est pour moi. Vieux pays chrétien, isolé et semé dans un endroit qui est l'un des plus dangereux au monde parce qu'il y a eu tant d'invasions, il y a eu tant de mouvements de ces plaques tectoniques, mais nous sommes proches des Arméniens, vous êtes un peuple courageux et je crois que ce courage, vous l'avez montré tout au long de votre histoire, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas quelques millions d'Arméniens qui peuvent résister à la fois à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Il faut absolument un soutien très, très concret et au-delà des mots. Et je pense au-delà des sanctions. Pardon, je suis totalement d'accord pour dire que les sanctions sont nécessaires. Mais franchement, les sanctions, on le voit bien, ça produit des effets à long terme. Il faut les prendre, entendez-moi bien, il faut les prendre. J'y suis favorable. Mais les sanctions, là, on est dans une situation d'urgence. Eh bien, les sanctions ne sont jamais des remèdes d'urgence. Vous étiez avec le président Larcher dans le cadre d'une mission sénatoriale de bons offices déjà en avril 2021. Est-ce que vous pensez que la présence de la France physique, comme à ce niveau-là, voire même celle du président de la République, serait nécessaire aux côtés de l'Arménie, c'est-à-dire sur place? Bien sûr, j'étais avec Gérard Larcher et d'autres présidents de groupe, ceux d'ailleurs des présidents de groupe qui avaient co-signé la proposition de résolution que je leur avais passée après la guerre des 44 jours. Et nous étions là pour commémorer la journée du 24 avril, journée de commémoration du génocide. Et nous savions que les États-Unis d'Amérique, par la voix du président Joe Biden, allaient officiellement reconnaître le crime de génocide. Donc c'était très symbolique. La première réaction que nous avons eue au Sénat, c'est d'envoyer pratiquement une semaine tout juste après les nouvelles agressions, et notamment les agressions azéries, mais alors là, du coup, non pas sur l'Artsakh, mais vraiment sur le sol même de l'Arménie, eh bien, nous avons envoyé une délégation de notre groupe d'amitié franco-arménien. Mais je crois qu'il sera nécessaire toutes les présences au plus haut niveau possible en Arménie
sont absolument importantes, nécessaires pour montrer à M. Aliyev que le sort de l'Arménie, nous en soucions. Et malheureusement, tout ça est intervenu à un mauvais moment où la Russie a été affaiblie par la guerre en Ukraine, où elle joue peut-être un double jeu. Et donc, on ne peut plus se reposer sur les forces russes, on le voit bien, pour garantir la sécurité des frontières, la sécurité de la tranquillité publique en Arménie. Alors, vous avez évoqué l'Artsakh, plusieurs régions de France, notamment la région PACA avec Monsieur Muselier, mais également Madame Vassal dans les Bouches-du-Rhône, le président Wauquiez en Rhône-Alpes-Auvergne, ont émis le souhait que cette question ne soit pas oubliée. Et alors que dans le discours du président de la République de la semaine dernière, on a l'impression qu'il a passé un peu par pertes et profits cette question, considérant que la guerre avait donné la solution et que il fallait maintenant se concentrer sur l'Arménie. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre l'Artsakh au cœur de discussion? Bien sûr, vous voyez, je vous parle là de Valence. Je suis dans la Drôme puisque je fais un tour de France actuellement, et vous savez qu'à Valence, il y a une très forte communauté arménienne. Qui nous écoute d'ailleurs en ce moment. Alors, je veux vraiment les saluer. Ce que je veux leur dire, mais aussi à tous nos compatriotes arméniens, c'est que si on lâche aujourd'hui l'Artsakh, vous verrez. Demain, ce sera avec le couloir Nakhichevan, la réunification comment dirais-je, du pan-turquisme, et ce sera, malheureusement, je le crains vraiment, hein, je le crains vraiment. On rentrera dans un engrenage où l'Arménie aurait beaucoup à perdre. Je vois bien qu'il y a des responsables arméniens qui doutent et qui se disent peut-être faut-il se couper l'avant-bras parce que tout le reste, le corps entier peut y passer. Je crois que c'est pas un bon calcul. Je pense que, très franchement, il faut ne rien lâcher parce que toute marque de faiblesse vis-à-vis notamment de M. Erdogan, de la Turquie, vis-à-vis aussi des Azéris et de M. Aliyev, toute marque de faiblesse sera pour eux un encouragement à aller un peu plus loin. Ils ne cherchent pas l'apaisement. Je pense qu'ils ne cherchent pas du tout l'apaisement. Ils ont un objectif, ils voient qu'ils se sont dotés d'armes qui sont des armes modernes, qui réalisent sur le terrain une formidable disproportion entre les moyens dont l'Arménie dispose et les moyens dont eux disposent, et ils veulent en réalité, je pense, poursuivre leur avantage. Et il faut que la communauté internationale se dise que on n'est pas sur quelque chose de commun. C'est pas seulement un problème de frontières au sens international, au sens du droit international. C'est beaucoup plus que ça. Quand M. Aliyev a qualifié de chien le peuple arménien, ou qu'en Turquie, on entend parler des restes de l'épée, ça renvoie évidemment ces terminologies-là au génocide. Et la guerre d'aujourd'hui, ça n'est ni plus ni moins pour moi que la prolongation par d'autres moyens de l'entreprise génocidaire de 1915. Bah écoutez, Président Retailleau, merci encore pour cette interview et puis pour ce soutien marqué à l'Arménie et à l'Artsakh, et que nous allons suivre maintenant dans quelques semaines au Sénat dans le cadre de cette résolution. Merci, ce sera je crois le 14 novembre. Ça devrait être inscrit au Sénat très rapidement, et je ne doute pas que nous ferons un honneur au Sénat. D'ailleurs, tout parti politique confondu, pour qu'on puisse voter très largement, j'espère, cette résolution. En tout cas, croyez que vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. Pour moi, les Arméniens sont un peuple courage. L'Arménie est une grande nation, petite par la taille, mais grande pour moi, pour ce qu'elle représente. Vous êtes une sorte de sentinelle de notre civilisation, et c'est parce que nous avons conscience de tout cela que nous sommes à vos côtés. Merci à vous. Merci à vous. Le gouvernement français, par la voix d'Emmanuel Macron, désigne de façon très claire l'agresseur, l'Azerbaïdjan. Et jusqu'à présent, la diplomatie française nous avait habitués à une grande neutralité coupable
à mes yeux, et considérait que son rôle de coprésident du groupe de Minsk l'empêchait de prendre parti plus ouvertement dans le conflit. Donc là, on sent que les choses sont plus claires. Moi, ça me satisfait. Et quand je suis allé avec mes collègues du Sénat à Yerevan, il y a quelques semaines, j'ai eu le grand plaisir de constater que l'ambassadrice de France nous avait accompagnés pour tous les entretiens que nous avons réalisés avec les institutions arméniennes, et ça aussi c'est un changement. Nous avons parlé d'une seule voix, la diplomatie française et les sénateurs du groupe d'amitié France-Arménie. Donc là, il y a des progrès. En revanche, si je peux continuer un petit peu, oui, bien sûr. Je trouve que autant la position de l'Arménie en France s'est consolidée, autant je trouve que à l'échelon européen, elle s'est détériorée dans des conditions qui sont tout à fait dramatiques. Et je le dis à la communauté arménienne de France et de l'Union européenne, il faut mieux organiser le travail à cette échelle-là, parce qu'aujourd'hui, c'est là malheureusement que les choses se jouent. Et je vais le dire de façon un petit peu forte, je crains malheureusement. Allô, Pierre Ouzoulias ? Qui ne voit que ses intérêts énergétiques de très court terme et qui est très très avenante dans la relation très particulière qui est en train de se nouer entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. On ne peut pas laisser faire ce traité très fort, qui ne concerne pas uniquement l'énergie, et il faut y mettre un terme maintenant. Oui, on a un peu l'impression que malgré l'occupation d'un territoire souverain d'un pays voisin, malgré des exactions, des crimes de guerre, on va appeler ça comme ça, la communauté internationale et l'Europe a du mal à passer au stade de sanctions, comme elle a pu le faire à l'égard de la Russie pour l'Ukraine ou à l'égard d'autres pays, lorsqu'il y a eu, je pense au Yémen, je pense à d'autres pays, lorsqu'il y a eu des invasions de territoires souverains d'autres pays. Est-ce que vous avez le même sentiment que l'Europe devrait prendre des sanctions à l'égard de l'Azerbaïdjan ? Bien sûr. Et moi, je désigne l'Allemagne. Je désigne très clairement l'Allemagne. L'Allemagne a en ce moment donné, en ce moment, un projet de consolidation de ses acheminements énergétiques. Elle traite avec tout le monde et elle considère que finalement, c'est ce qui a été dit, l'Azerbaïdjan, c'est un partenaire comme les autres. Donc il y a une forme de cynisme qui est insupportable. Par ailleurs, j'aimerais bien que l'Allemagne se souvienne que dans son histoire récente, elle a, si ce n'est participé, encadré le génocide des Arméniens. L'Empire ottoman, en 1915, il est aidé par des conseillers militaires du Reich allemand. J'espère que l'Allemagne se souvient de cet épisode peu glorieux de son histoire, qu'elle se rappelle aussi qu'elle a vécu sur son sol la Shoah, le génocide des Juifs, et que là, il y a un autre génocide qui est en cours, et qu'elle a des responsabilités historiques et morales beaucoup plus importantes que n'importe quel pays en Europe. Et qu'à ce titre-là, on devrait revoir absolument notre relation avec l'Azerbaïdjan et, comme vous le dites très justement, demander des sanctions au même titre que celles qui ont été votées contre la Russie. Autre aspect, mais dans ce cadre-là, que peut faire la France ou que peut faire la représentation nationale française, le Sénat, l'Assemblée nationale, pour obtenir ces sanctions ? Alors, le Sénat, encore une fois, a montré l'exemple, et je viens d'entendre le président Retailleau, il vous l'a dit,
je vous le redis, c'est l'ensemble des groupes qui a participé à la rédaction de cette résolution qui sera votée de façon très large, je l'espère, dans l'hémicycle. Il y a un travail de fond qui est réalisé au Sénat, notamment sur la compréhension de la question arménienne, ce qui n'a pas toujours été facile, y compris à gauche, dans mon propre camp. Hein, je le dis de façon tout à fait honnête. Donc aujourd'hui, l'Arménie est fortement représentée au Sénat et elle est de façon, à mon avis, très intéressante. Il faudrait qu'elle le soit aussi à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que les groupes d'amitié étaient en cours de constitution à l'Assemblée nationale. Je crois que j'espère vivement que l'Assemblée nationale pourra peser de la même façon que le Sénat. Après, ce que je souhaite, c'est que les différents groupes qui sont représentés au Parlement européen et qui représentent la France se saisissent de la même façon du dossier et portent à Bruxelles une résolution qui soit un peu comparable à celle que va voter le Sénat. Alors, j'ai sur ce plateau avec moi Anaïd Agopian, qui est la nouvelle présidente du comité de défense de la cause arménienne, qui avait une petite réaction, une petite question ou réaction à vous demander. Bonjour Monsieur le Sénateur. Je l'écoute. Bonjour madame. J'aimerais réagir sur un des propos que vous avez utilisés qui est très juste à mon sens, c'est celui d'une vision court-termiste de l'Union européenne. Oui. Je ne comprends pas comment Ursula von der Leyen et l'Union européenne ne réalisent pas à quel point régler la solution ou la question énergétique là dans cette vision très court-termiste, comment ne peut-elle pas voir et comment l'Union européenne ne peut-il pas voir et comment on peut contribuer à cela pour leur montrer que en réalité, ça renforce un axe turco-azerbaïdjanais qui est très dangereux pour l'Union européenne. Et face à cela, l'Union européenne ne pourra pas agir parce qu'aujourd'hui, déjà, la Turquie est déjà très puissante. Elle se pose comme un médiateur déjà dans le conflit. Très bien. Elle se pose déjà comme un médiateur dans le conflit russo-ukrainien. Demain, si on renforce la Turquie et si on renforce l'Azerbaïdjan, les deux, je le rappelle, mais vous le savez et on le sait, les auditeurs de cette radio le savent, qui sont deux dictatures. Renforcer deux dictatures-là de cette manière aussi grossière, c'est en réalité créer de futurs très gros problèmes pour l'Union européenne, pour la France, pour tous les pays de l'Union européenne. Alors je le traduis différemment, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, cet accord gazier? Je partage complètement votre analyse, j'irai malheureusement plus loin. Malheureusement, j'ai déposé une question écrite au Sénat en demandant à la diplomatie française de m'expliquer comment nous achetons à l'Azerbaïdjan plus de pétrole qu'elle n'en produit. Et en donnant un début de réponse et en me demandant, de façon un petit peu naïve, si l'Azerbaïdjan ne revendait pas à l'Europe du pétrole qui lui est fourni par la Russie. Donc, j'ai pas eu de réponse. Je pense que si je m'étais trompé sur le fond, on me l'aurait dit. Je n'ai pas eu de réponse. Donc l'Europe, de façon tout à fait cynique, ferme les yeux sur le rôle que joue l'Azerbaïdjan pour permettre à la Russie de contourner les sanctions économiques. Donc il y a à la fois une vision qui n'est pas claire de ce qui se joue d'un point de vue géostratégique, et puis là il y a quelque chose de tout à fait scandaleux, c'est que on autorise finalement l'importation de pétrole russe via l'Azerbaïdjan. Dans l'Azerbaïdjan n'est absolument pas un partenaire fiable, bien au contraire. Je trouve que là en ce moment, pour ce qui est du pétrole, elle est du côté de la Russie, c'est-à-dire de ceux dont que nous avons désignés à juste titre comme les principaux agresseurs de l'Ukraine et de l'Europe derrière l'Ukraine. Voilà. Donc il faut absolument de la morale. Les peuples en ont besoin en ce moment, c'est important, et dénoncer l'Azerbaïdjan pour ce qu'elle est. Moi, vous savez, je trouve que malheureusement, il nous manque une politique de défense européenne qui nous aurait permis de nous affranchir de la Turquie dans ce conflit. La Turquie est à la fois dans l'OTAN, elle a un jeu très trouble avec la Russie et elle participe avec l'Azerbaïdjan à ce que j'appelle malheureusement la solution finale, c'est-à-dire l'éradication complète de l'Arménie. J'aurais espéré, parce que peut-être que je suis un peu gaulliste, je dois être le dernier au Sénat, que nous puissions mettre en avant
une souveraineté stratégique indépendante de la Turquie sur ce dossier. Pierre Ouzoulias, moi, pour conclure un peu, je voudrais rebondir sur un point que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous constatez pas, plus philosophique, plus large que l'Arménie peut-être, mais est-ce que vous constatez pas que dans le monde, dans ce 21e siècle, c'est surtout l'économique qui tient le politique, et que on a oublié les valeurs humanistes, les valeurs universalistes, la défense des peuples opprimés et des démocraties face aux dictatures. On a l'impression, aujourd'hui, la doctrine générale, le mainstream, c'est on doit discuter avec tout le monde, y compris avec des dictatures, des pétromonarchies, etc. et autres. Et on a oublié que dans cette discussion-là, il faut avoir aussi des exigences. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Complètement, et je relis très régulièrement le discours de Jean Jaurès à la Chambre des députés. C'était en 1895 et en 1897, c'était les premiers pogroms contre les Arméniens. Et Jaurès en appelait à ce qui est notre humanité commune, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits de l'homme, la nécessité d'une démocratie. Et c'est pour ça qu'il défendait l'Arménie, parce qu'il avait compris, bien avant tout le monde, et bien avant le génocide de 1915, que ce qui se jouait au Proche-Orient était une catastrophe pour les peuples et les droits de l'homme. Je suis intimement persuadé que l'innovation démocratique dont est en train de faire preuve l'Arménie, ex-république soviétique, on voit quelle est la difficulté pour les ex-républiques soviétiques aujourd'hui de mettre en place des institutions véritablement démocratiques. Je pense que là, ce que l'Arménie est en train de faire est un exemple pour tout le Proche-Orient. C'est pour les Kurdes d'Irak, pour les Kurdes de Syrie, mais aussi pour tous les peuples opprimés, pour toutes les minorités opprimées. Je n'oublie pas les chrétiens d'Orient, bien évidemment. Donc, ce que nous devons soutenir avec l'Arménie au Proche-Orient, c'est la nécessité de poser les règlements, les différends entre les peuples sur une base démocratique. C'est ce que fait l'Arménie et que nous devons soutenir absolument, parce que c'est l'avenir. Voilà. Il faut défendre la civilisation, comme le dit le président Retailleau, mais cette civilisation, c'est la civilisation de la démocratie et des droits de l'homme. Après, vous dites très justement que les pays européens voient leur seul intérêt économique. Malheureusement, ça a toujours été le cas. Là, rien n'est nouveau sous le soleil dans ce domaine-là, mais j'espère qu'après tout ce qu'on a vécu, la Shoah en Europe, le génocide arménien, on comprenne que ce qui est important pour le Proche-Orient, c'est de défendre la démocratie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Écoutez, Pierre Ouzoulias, merci encore pour ce moment et cette interview. Et puis nous vous donnons rendez-vous, nous serons là, bien entendu, le 14 ou le 15 novembre pour cette résolution au Sénat. Tout à fait. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors, Anaïd Hagopian, évidemment, donc premier travail, puisque en fait la démarche est engagée, mais en tous les cas, il va y avoir une démarche de mobilisation autour de cette résolution au Sénat. Tout à fait. Oui, autour de cette résolution au Sénat, mais le sénateur l'a dit, on a quand même... il faut le rappeler, la question arménienne et la question de la protection de l'Arménie et de l'Artsakh, c'est quand même une question qui touche les sénateurs et aussi les députés, enfin tous les parlementaires, de la gauche jusqu'à la droite. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On a quand même un soutien républicain qui est très important. Et il faut qu'on continue dans ce sens parce que, encore une fois, c'est une question urgente à laquelle il va falloir trouver une solution. On constate même une forme de diplomatie parlementaire, c'est-à-dire que les sénateurs et les députés, en tous les cas sur la mandature précédente, allaient parfois plus loin que le Quai d'Orsay. Est-ce que vous avez noté néanmoins quelques changements dans l'attitude du Quai d'Orsay depuis quelques semaines ou depuis quelques mois ? Alors oui, déjà le Quai d'Orsay a arrêté avec a arrêté partiellement, mais avec cette manière de qualifier les faits et de parler de co-belligérants. Je note tout de même que maintenant, on nomme clairement l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'agir. Parce qu'on ne peut pas, pour les mêmes faits,
c'est-à-dire dans une situation comparable avec la Russie et l'Ukraine, agir tout de suite, et dans une situation qui est celle de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, condamner avec les paroles, mais ne pas agir. On ne peut pas faire ça. C'est la même situation, c'est-à-dire un pays qui essaie d'en annexer un autre. Et surtout, ça va encore plus loin parce que là où l'Azerbaïdjan, la différence de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la Russie, c'est que l'Azerbaïdjan veut voir l'Arménie complètement effacée de la carte. Mais complètement. Et c'est quelque chose qui est institutionnalisé dans les écoles azerbaïdjanaises. On voit des vidéos d'enfants qui répondent à des questions sur les Arméniens des voleurs, sur le parc, on n'en parle pas assez, mais le parc de la Victoire en Azerbaïdjan, à Bakou, où on voit des Arméniens en poupées de cire, avec des traits volontairement exagérés, en train d'agoniser, et c'est un parc fait pour les enfants. C'est-à-dire que c'est un racisme qui est institutionnalisé, et au plus haut niveau de l'État, jusque chez les enfants en Azerbaïdjan, on leur apprend l'arménien, on exagère sur l'arménien, enfin ce racisme d'État est très dangereux, et il explique une seule chose, c'est la volonté d'exterminer le peuple arménien. Est-ce que, en fait, les hommes politiques français que vous côtoyez, pour certains, pouvaient penser que voilà, si la question de l'Artsakh était résolue, on aurait une forme de paix dans le Caucase, parce que finalement les deux pays arriveront à vivre en coexistence pacifique, parce qu'en fait le seul problème c'était cette guerre d'Artsakh et ce territoire. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une question de territoire, il s'agit d'une question d'annihilation du peuple arménien, de rêve pan-turc. Exactement. Et le meilleur exemple dans ce cas-là, c'est ce qui vient de se passer le 13 septembre. C'est-à-dire qu'on voit clairement que là, c'est le territoire, entre guillemets, arménien, purement arménien qui est attaqué. En fait, on ne s'arrête pas qu'à l'Artsakh, hein. On va beaucoup plus loin. Là, on vise le sunnique. L'Azerbaïdjan a fait diffuser des cartes où le sunnique est complètement annexé, où une partie de l'Arménie est annexée à l'est. Enfin voilà, c'est pas du tout que l'Artsakh qui est visé. Et voir les choses de cette manière-là, c'est une version très... un peu simpliste en tout cas de la situation, et qui n'est pas réelle en réalité. C'est toute l'Arménie que l'Azerbaïdjan veut. Est-ce que cette sensibilisation ne passe pas par... parce qu'aujourd'hui, le Karabakh est de plus en plus isolé. On a de plus en plus de mal à envoyer des hommes politiques. Pierre Ouzoulias n'en a pas parlé, mais sa délégation de parlementaires a été bloquée, n'a pas pu se rendre en Artsakh. Comment faire pour sensibiliser encore davantage des élus à cette situation ? Il faut qu'ils aillent sur place pour se rendre compte ? Alors oui, déjà tout à fait. Aujourd'hui, mais c'est fidèle à la manière de faire de l'Azerbaïdjan, c'est isoler et faire peur. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi des discours qui sont prononcés par haut-parleurs pour faire peur à la population arménienne locale. Voilà, c'est cette logique entière de guerre psychologique qui est en train d'être menée à travers les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ces moments d'intimidation très 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 réguliers. Il faut continuer à en parler, il ne faut surtout pas oublier l'Artsakh parce que c'est une question qui est urgente et à laquelle devront faire face 120 000 Arméniens, je le répète parce que c'est énorme, qui vivent sur place et qui ont leur avenir complètement incertain. Donc si nous en parlons pas, c'est pas possible. Alors, faire connaître l'Arménie, faire connaître la cause arménienne à une nouvelle génération de députés, c'est vrai que c'est important parce que on vient d'assister à des élections législatives qui ont vu arriver tout un certain nombre de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, dont Sabrina Agristi-Roubache. Bonjour Madame Agristi-Roubache. Bonjour à tous. Alors, merci pour cette première interview sur une antenne arménienne pour IPFM. Non, merci à vous. Merci à vous. Ma première question est la même que j'ai pu poser aux sénateurs Retailleau et Ouzoulias. Qu'avez-vous pensé de la déclaration du président Macron la semaine dernière sur France 2 concernant l'Arménie? Et est-ce que vous constatez, vous aussi, qui êtes du parti Renaissance, du parti du président Macron, une forme d'évolution de la position de la France sur l'Arménie? Clairement, alors oui et non. Alors je vais vous dire oui parce que je sens. Alors c'était pour votre préambule, vous savez. Oui, je sens que les députés sont de plus en plus sensibles, effectivement, à la cause arménienne. Ça, je le sens. Moi, je suis une nouvelle députée, comme vous venez de le dire, et je sens quand même cette envie des nouveaux députés de s'impliquer pour l'Arménie. On le voit dans les groupes d'amitié et on le voit sur l'agression, puisque nous on vient d'être élus et on voit l'agression en direct
de l'Arménie. Et je vois chez mes collègues cette envie de s'emparer de cette, quand je dis cette cause, ils voyaient quelque chose envie de dire des choses et d'aider. La deuxième chose, la France, je le rappelle, a toujours été l'ami de l'Arménie. On a le président Macron, c'est pas son premier fait d'armes, si je puis dire, vis-à-vis de l'Arménie en soutenant le pays. Et la dernière déclaration du président, quand il dit, mais c'est une phrase moi qui m'a marqué, nos valeurs ne s'achètent pas à coups de gaz et de pétrole. Il a tout dit. En fait, dans cette phrase, vous avez votre réponse. Donc, l'intervention du président de la République est extrêmement, puisque c'est les retours que j'ai, et c'est comme ça que je la sens, extrêmement positive, en disant on ne lâchera pas, on ne laissera pas tomber le peuple arménien. Et l'autre chose, c'est que il a quand même affirmé ça haut et fort, face quand même à un Poutine, et je ne vous apprends rien, très très agressif, c'est-à-dire que regardez ce qui se passe quand même en Ukraine, et face à un Aliyev qui, malgré son gaz, malgré son pétrole, vous voyez, comparé au peuple arménien, pour le président de la République, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de discussion à avoir. Donc oui, bien sûr, la position très courageuse du président de la République et la position courageuse des parlementaires qui s'emparent du sujet, et parlementaires de tous bords, si je puis dire. Alors, je le rajoute. Que pensez-vous justement des réactions en Azerbaïdjan de ces déclarations du président français? Le président Aliyev a dit que le président Macron était désormais discrédité pour engager toute discussion sur le conflit arméno-azerbaïdjanais, et on a même vu à la télévision azerbaïdjanaise des manipulations en faisant chanter des enfants, des insultes contre le président Macron, et en le traitant de... ce qui est en Azerbaïdjan une insulte, en le traitant d'arménien. Comment on peut discuter, comment on peut négocier avec une dictature, avec des gens qui se réagissent comme ça? Alors, très simplement, c'est que le président de la République sait parfaitement pratiquer cet exercice, si je puis dire. Il a maintenu le dialogue, il a réussi à maintenir le dialogue, quand je dis un dialogue, la discussion, puisqu'il est toujours en contact avec le président Poutine, et je pense que Aliyev tombe dans l'abîme de la honte absolue, c'est-à-dire comment est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas compréhensible, si c'est la question que vous me posez. La deuxième chose, vous savez, je pense qu'il en faut un peu plus pour emmener le président sur ce terrain-là. La honte n'a pas de limite. Vous voyez ce que je veux dire? La vidéo, je l'ai regardée comme vous, hein. Je n'ai même pas les mots. En fait, je n'ai pas les mots. L'autre chose, c'est que ça donne raison au président de la République, et ça nous donne raison sur le fait qu'il ne faut rien lâcher concernant le conflit, le conflit avec l'Arménie, sachant que celui qui est agresseur, c'est Aliyev, et le pays qui est agressé, donc le peuple qui est agressé, c'est l'Arménie. Donc ça, en fait, ça nous donne plus raison, et ça renforce plutôt notre envie de ne rien lâcher concernant la cause. Rien lâcher. Alors, à l'Assemblée nationale... Parce que si c'est la vidéo qu'ils ont à nous livrer, c'est tellement en dessous de tout que on est plus on est dans autre chose. Alors, en parlant de vidéos, on a eu aussi un certain nombre de vidéos qui ont été diffusées de crimes de guerre, d'exactions, à la fois sur des gens qui étaient vivants et à la fois sur des corps. On a eu aussi un certain nombre de réactions à cet égard de parlementaires, de sénateurs, même à l'Assemblée nationale, même dans les rangs de Renaissance, qui ont commencé à demander des sanctions, en tous les cas, en disant qu'il faut aller plus loin, et ce qu'on a fait à la Russie pour l'Ukraine, ou ce qu'on a fait pour le Yémen lorsqu'ils ont envahi leurs voisins, doivent être appliqués maintenant au régime azerbaïdjanais. Que pensez-vous de cette demande de sanctions à l'égard du régime azerbaïdjanais? La demande de sanction est légitime. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... Vous voyez, dans tous les conflits, il y a toujours des étapes. Regardez avec la Russie. Avant d'envoyer des armes, il y a eu des sanctions financières. Le gel des avoirs, par exemple, du clan Aliyev, pour moi, est probablement le premier step vers quelque chose d'autre. Il est clair que la communauté internationale ne peut pas rester sans voix et ne peut pas rester sans sanction. Ce n'est pas ça, par contre, je le sens, puisque je l'entends
de la part de Français d'origine arménienne, mais pas que. Moi, je ne suis pas d'origine arménienne et pourtant, je suis hyper concernée. Et je me sens hyper concernée. C'est quelque chose qui vous prend, vous voyez, aux tripes. Il y a des choses que vous entendez, que vous voyez, et sur lesquelles vous, alors, en tant que parlementaire, bien sûr que nous n'avons pas toutes les clés en main. En revanche, nous sommes en train d'écrire avec notre groupe, justement Renaissance, une résolution. Et dans cette résolution, le premier step est le gel des avoirs déjà du clan Aliyev. Il faut commencer à sanctionner financièrement le clan Aliyev. Je pense que c'est vraiment le premier step qui nous emmènera vers autre chose. Quant aux vidéos qu'ils diffusent, vous savez, je le disais, la monstruosité n'a pas d'origine ethnique. C'est-à-dire, je le disais sur sur l'affaire de la petite Lola, à un moment donné, l'abject n'a pas de limite. Et on le voit, vous voyez, le génocide arménien, la Shoah, enfin, le génocide rwandais, le génocide en Yougoslavie. L'être humain nous a toujours montré ce dont il était capable dans le pire. Est-ce que nous devons rester comme ça, les bras croisés? Évidemment que non, puisque nous le faisons. La France est un pays, vous savez, je crois quand même que nous restons un pays très courageux, où le président de la République, et nous avons un président de la République très courageux, parce que dans ce contexte international et explosif, il n'a pas eu peur, à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale, donc c'est France 2, hein, c'est quand même le service public, de dire que nos valeurs ne s'achetaient pas à coups de gaz et de pétrole. Donc je le redis parce que je pense que leur réaction, donc je parle de Poutine et de Aliyev, ont été à la hauteur de ce qu'ils ont été percutés par ces mots. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Ils savent très bien. C'est à un moment donné, vous nous trouverez sur votre chemin, d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que le travail des parlementaires est de s'engager, par exemple, sur l'écriture de résolutions, parce que notre voix porte. Nous sommes des élus, hein, et que ce soit les sénateurs ou les députés. Et la France est un pays. Voilà, nous sommes une grande puissance mondiale. Donc, notre voix porte aussi. Vous savez, quand j'entends, oui, non, mais comparé aux États-Unis, à l'Angleterre, mais enfin, oui, mais nous sommes la France. Nous sommes la France et nous avons toujours été aux côtés du peuple arménien. Et croyez-moi que sous cette législature, les parlementaires, alors là, je parle des députés de l'Assemblée nationale, et tous bords confondus, mais notamment Renaissance, nous sommes les premiers à nous impliquer et à demander des choses très concrètes. Et au-delà des sanctions, moi, je suis aussi pour une assistance humanitaire. L'hiver arrive, on sait très bien que les choses ne vont pas en rester là. Et si nous avons un pouvoir, c'est probablement celui-là, d'alerter sur le plan humanitaire et d'apporter aussi cette assistance. Vous voyez bien que le manque de médicaments, le manque de produits pour les enfants, ça peut, aux yeux de certains, pas peser grand-chose. Mais pour moi, pour la maman que je suis, c'est important. Parce que je sais que si on amène cette aide humanitaire, bien sûr que le reste doit suivre et suivra probablement. Je sais que le président de la République est suffisamment fort, suffisamment impliqué, suffisamment touché même par ce qui est en train de se passer en Arménie avec l'agression de Aliyev sur le peuple arménien, ne restera pas sans réponse. Alors, j'ai sur le plateau avec moi Anaïd Agopian, qui est la nouvelle présidente du comité de défense de la cause arménienne, qui avait un message à vous faire passer. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup pour vos Bonjour. Écoutez, je salue, je constate au quotidien le soutien de tous les parlementaires sur cette question et c'est quelque chose de très bien, déjà pour des questions évidemment humanitaires, parce qu'on le dit, on le répète, c'est pas que l'Artsakh, c'est pas qu'une partie de l'Arménie que l'Azerbaïdjan veut, c'est effacer complètement toute l'Arménie. C'est effacé, bien sûr. Ça, il n'y a pas de doute, ça, tout le monde, je pense, l'a très bien saisi. Tout à fait. Maintenant, la remarque que j'ai et qui m'interpelle, c'est le soutien quasi immédiat qu'on a eu pour l'Ukraine, parce qu'on s'est rendu compte de la dangerosité de la situation et d'une Russie qui veut envahir l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'Arménie, on sait que l'Azerbaïdjan est prête et fait diffuser des cartes où elle annexe complètement toute une grosse partie de l'Arménie. On sait à quel prix, on a vu les vidéos, on a vu ces crimes de guerre. Aujourd'hui, l'Arménie a besoin de soutien militaire, Madame la députée, et à minima déjà défensif, pour aller plus loin et pour protéger ces populations-là, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles font face à un bourreau qui, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui fait diffuser des messages de
de peur par des haut-parleurs. Enfin, c'est vraiment une guerre psychologique la plus primaire, la plus grossière qui soit. Donc aujourd'hui, l'Arménie, elle a besoin aussi d'aide militaire. Mais je vous réponds par l'Arménie a un gouvernement, l'Arménie a des politiques, l'Arménie est un pays structuré sur le plan politique. Zelensky a eu ces mots, c'est-à-dire que tout de suite, il a demandé assistance militaire, il a demandé à la communauté internationale de s'impliquer. Je pense que là, pour le coup, ce n'est pas le rôle des parlementaires. On a on a un énorme rôle à jouer. Mais je pense que là, dans ce qu'il manque, dans ce que vous me dites, c'est quand même le rôle du gouvernement arménien. Je pense que peut-être devrions-nous les entendre plus fort sur ce besoin, sur cette demande. Vous croyez pas? Moi, c'est ce que je crois. Parce que je pense qu'il y a aussi l'Arménie est gouvernée par des gouvernants. Et moi aussi, en tant que parlementaire, là pour le coup, même en tant que simple citoyenne, oublions que je sois députée, je pense qu'il y a, je n'ai pas encore entendu suffisamment fort, probablement, le gouvernement arménien demander à la communauté internationale l'aide dont vous parlez, l'aide militaire et les sanctions militaires et la participation. Vous voyez, donc probablement si je peux me permettre, Madame Roubache, l'Arménie ne l'a pas demandé, mais l'Arménie, par exemple, est en train de réfléchir pour acheter je parle pas de l'Arménie, je parle des politiques. Vous savez, après, il faut parler de politique aussi à politique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que chacun moi, je vous parle du gouvernement arménien. Le gouvernement arménien est en train d'acheter des armes à l'Inde. Il est en train d'acheter des armes à d'autres pays parce que ces pays veulent bien les lui vendre. Je pense que l'Arménie serait prête à acheter des armes à la France si la France lui en proposait. Donc il y a aussi dans cet aspect-là, l'Arménie, encore une fois, elle cherche à pouvoir se défendre et le fait qu'elle ait demandé la défense, ça sous-entend effectivement qu'elle demande aussi qu'elle puisse avoir des armes. Oui, non mais ça, évidemment que tout le monde le comprend et l'entend. La chose est que je vous le redis, alors moi je suis pas une spécialiste, je ne suis pas une diplomate, je suis pas une spécialiste des conflits internationaux. Ce que j'entends, moi en tout cas, depuis mon siège de député, c'est que il va falloir aussi que du haut niveau, je vous le répète vraiment, au niveau du gouvernement arménien peut-être, que ça s'entende plus fort. Tout à fait. Beaucoup plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis dans un échiquier... De manière plus explicite. Mais bien sûr. Vous voyez, j'entends ce que notre invité vient de dire aussi, mais je n'ai pas encore entendu le gouvernement arménien monter, voyez, au créneau, comme l'a fait Zelensky, parce que vous avez pris la comparaison avec l'Ukraine. Vous savez, je l'entends tous les jours et sur d'autres sujets. Je m'entends reprocher des citoyens, des concitoyens qui me disent « Vous en avez fait beaucoup pour l'Ukraine, mais vous n'avez pas assez fait pour les migrants d'autres nationalités. » Oui, mais en tout cas, pour moi, tout se vaut. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'assistance, quelle que soit son origine, moi je ne regarde pas l'origine. Je regarde le besoin qu'il y a. Bah écoutez, c'est l'humain qui compte. Madame Agresti-Roubache, merci beaucoup pour cette première interview sur les ondes de Hype FM. Merci à vous, merci infiniment, merci pour vos très bonnes questions. Et à très bientôt, peut-être en plateau, c'est pour la prochaine fois. Absolument, mais alors, écoutez, j'y compte bien. Merci à vous. Merci infiniment, au revoir. Alors, on vient d'entendre Sabrina Agresti-Roubache qui s'exprimait pour le Parti Renaissance. Nous avons maintenant en ligne Clémentine Autain, qui est députée de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Clémentine Autain, vous avez vous aussi entendu le président de la République la semaine dernière sur France 2. Qu'avez-vous retiré de cette émission dédiée à l'international? Et plus particulièrement sur l'Arménie? J'ai trouvé en fait que c'était faible sur l'Arménie, d'ailleurs contrairement aux propos qu'il a tenus sur l'Ukraine. Moi, il me semble que, à la fois dans le discours qu'il a tenu et plus globalement
sur les positions qui sont prises par la France et aussi par l'Union européenne, il y a un manque de fermeté, un manque de visibilité, un manque de prise en compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme crime de guerre à l'encontre des Arméniens de la part de l'Azerbaïdjan. Donc, je crois que on a besoin d'être fort, soudé pour faire entendre la voix aujourd'hui du peuple arménien qui est aux prises d'un régime qui, sur le fond politique, est à la fois raciste, autoritaire, impérialiste, je dirais qu'il n'y a rien à envier par rapport au régime russe qui est aujourd'hui largement combattu, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne. Et pour autant, je ne vois rien venir en termes de soutien concret au peuple arménien. Et ça, c'est pour moi le problème majeur aujourd'hui. Et de ce point de vue, j'ai trouvé Emmanuel Macron très, très décevant, en fait. Comme s'il y avait un deux poids, deux mesures. Je veux dire, c'est aussi aux portes de l'Europe. Et surtout, c'est une question principielle. Est-ce qu'on est du côté des peuples qui sont opprimés, dont on conteste les frontières, qui sont massacrés avec des crimes de guerre, ou est-ce qu'au fond, on fait passer des intérêts économiques avant des intérêts économiques ou d'autres types d'intérêts avant celui de défendre des principes qui devraient être des principes défendus universellement à l'échelle planétaire. Alors, on l'a entendu de plusieurs groupes politiques, mais aussi de la France insoumise. Est-ce que vous êtes favorable à des sanctions à l'égard du régime Aliyev, du même type, sanctions financières, sanctions sportives, sanctions économiques, par exemple par rapport au contrat pétrolier et gazier signé avec l'Union européenne? Faut-il dénoncer ce contrat gazier et pétrolier? Bien sûr qu'il faut dénoncer ce contrat, et ça devrait être d'ailleurs le point de départ. Il faut impérativement qu'on dénonce cet accord de livraison de gaz à l'Europe par l'Azerbaïdjan, parce que c'est une manière de mener le rapport de force. On commence par les sanctions économiques. Et d'ailleurs, on l'a fait vis-à-vis de la Russie. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous pensez également, vous avez vu ces vidéos absolument horribles d'Anoucha Pétian et d'autres, comment l'Arménie comment la France peut aider l'Arménie à mieux se défendre? Faut-il, vous l'aviez évoqué, comme au Mali, envoyer des forces militaires ou au moins des armes pour pouvoir se défendre? En tout cas, encore une fois, j'arriverai pas à comprendre qu'on envoie des armes aux Ukrainiens pour se défendre et qu'on n'en envoie pas aux Arméniens pour se défendre. Il y a un deux poids deux mesures que je ne m'explique pas, pour être très honnête. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'un soutien au peuple arménien qui peut prendre d'ailleurs différentes formes, parce que on sait que il y a l'urgence évidemment des crimes de guerre qui nécessitent de l'enquête, et une enquête d'ailleurs qui ne soit pas donnée à l'Azerbaïdjan. Enfin, je veux dire, c'est pas Bakou qui va être capable de se saisir d'un procès contre l'Azerbaïdjan. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est pourtant ce que l'Union européenne suggère. Donc, on voit bien qu'on marche totalement sur la tête de ce point de vue. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la reconnaissance de ces crimes de guerre avec des enquêtes pour qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait immédiatement, évidemment, un rapport de force sur la base de sanctions économiques visibles. Et il me semble que la question de cet accord de livraison de gaz est très importante. Et enfin, il faut être capable d'aider à ce que le pays ne sombre pas, parce que c'est pas la première fois, malheureusement, on se souvient des terribles événements de 2020 qui a coûté très très cher à la jeunesse arménienne. Et donc il y a un problème démographique, il y a un problème économique en Arménie, qui est un petit pays attaqué. Et donc je pense que le soutien, il doit être durable aussi pour aider économiquement, socialement, le pays à se remettre sur pied. Alors, j'ai sur moi en plateau Anaïd Agopian, qui est la nouvelle présidente du comité de défense de la cause arménienne, qui est la principale organisation qui travaille sur ces questions. Anaïd Agopian avait un petit message à vous faire passer, Madame la députée. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup pour votre analyse, parce que je suis complètement alignée sur ce que vous dites, et notamment sur la comparaison entre les deux conflits et l'incompréhension de la différence des réactions. Parce que quand il y a les mêmes effets, quand il y a les mêmes causes, il faut les mêmes effets. Il faut surtout les mêmes sanctions et la même réponse apportée. D'autant plus que vous l'avez cité,
L'Azerbaïdjan, ce que l'Azerbaïdjan veut, aidé par la Turquie, c'est complètement effacer l'Arménie de la carte, parce qu'il ne s'arrête pas à l'Artsakh, à la région de Haut-Karabakh, il va beaucoup plus loin. Il veut jusqu'à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler des loups gris en France, qui aujourd'hui, et on a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux, vous savez, c'était une organisation, c'est une organisation fasciste turque qui normalement avait été dissoute par décret en Conseil des ministres. En 2020, et on voit des photos de cette organisation, on voit qu'ils sont toujours présents, on les voit se préparer, et surtout dans un contexte où le ministre des Affaires étrangères turc, Çavuşoğlu, était venu en France à Strasbourg et appelait la communauté turque à s'organiser face aux Arméniens par tous les moyens qu'ils soient. Et pour rappel, on avait eu un militant turc qui s'appelait Ahmet Çetin il y a quelques années, qui avait demandé de l'argent au gouvernement arménien et au gouvernement turc, et une arme pour régler la question des Arméniens. Voilà. Alors moi je vais retraduire un peu la question, si vous permettez, Clémentine. C'est comment les parlementaires, comment la France, puisqu'il y a eu un décret, comment faire appliquer par le ministère de l'Intérieur ces décisions, ces arrêtés, puisqu'on voit que des organisations racistes, xénophobes et fascistes continuent à exercer et à menacer les Arméniens en France. Oh, ça c'est inadmissible. Normalement le Parlement a un pouvoir de contrôle du gouvernement. On ne peut pas dire que ça fonctionne toujours, donc on a un devoir d'interpellation aussi publique, parce que, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans une tribune que vous avez sans doute vue dans le monde, où on est un certain nombre d'élus, d'intellectuels, à avoir signé pour nous émouvoir aussi du fait que la communauté internationale ne réagit pas avec la fermeté nécessaire, et que la France doit prendre sa part dans les sanctions et l'aide indispensable. Donc je pense que ça fait partie de notre travail que d'être capable de dire quand en effet la France pas soit ses propres résolutions ou ne met pas en œuvre ses propres principes. Ça c'est tout à fait de notre ressort. Par ailleurs, je voulais aussi souligner le fait que la difficulté devant laquelle on se trouve, c'est que la Russie est occupée en Ukraine, et que la Turquie et l'Azerbaïdjan en profitent, évidemment, pour être plus offensifs. Mais alors, si nous, on laisse faire en étant nous-mêmes plus occupés par l'Ukraine et avec de la cécité sur la situation arménienne, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et je voudrais dire aussi que notre implication que vous avez sans doute vue en tant que mouvement politique, je crois qu'il y a une 50aine d'insoumis, de députés insoumis qui ont signé en fait cette tribune. J'ai un de mes collègues, Sébastien Delogu, qui est député de Marseille, qui est allé sur place en Arménie. Là, il en revient, j'en parlais avec lui cette semaine encore. Et donc, nous sommes très impliqués, et nous avons même demandé à présider le groupe d'amitié franco-arménien. C'est une discussion qu'on a en ce moment, puisque ces choses-là ne sont pas tranchées, mais c'est juste pour vous dire que nous, en tout cas, on a décidé vraiment d'être présents autant qu'on le peut sur ce sujet, et ce qui est quelque part renouer, enfin c'est pas renouer en fait, c'est tenir toujours le fil de la gauche qui, dans son histoire, a toujours été présente aux côtés du peuple arménien, non pas parce que c'est un peuple chrétien, mais parce que nous sommes aux côtés des peuples opprimés. Et j'ai en mémoire ce discours de Jean Jaurès à la Chambre en 1896, qui dénonce déjà les massacres d'Arménie et qui dit des choses qui résonnent avec aujourd'hui, je trouve, en parlant d'une Europe qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Et c'est intéressant de voir qu'en 1896, il le dit déjà, et nous sommes encore là aujourd'hui, pas simplement les insoumis, mais j'ai envie de dire toute la gauche à l'Assemblée, pour continuer ce combat qui est un combat pour la justice en fait, combat pour la justice et la fraternité. Est-ce que, Clémentine Autain, dernière question, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un rôle justement pour la diplomatie parlementaire ? On l'a vu le mandat précédent à travers le Sénat qui est intervenu sur ce sujet de la question arménienne. Concrètement, est-ce que il faut multiplier les déplacements, les engagements de l'Assemblée nationale, du groupe d'amitié pour soutenir l'Arménie ? Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons présider ce groupe d'amitié. C'est un des points d'ailleurs d'achoppement pour les négociations globales
des présidences de groupes d'amitié, puisque Renaissance revendique également cette présidence, et nous la voulons très active. Évidemment qu'il la faut très active. Il la faut très active parce que ça implique aussi des députés, ça permet d'aller voir et ça donne davantage d'audience en France sur l'interpellation et donc de rapport de force pour que l'État français, Emmanuel Macron et l'Union européenne prennent ses responsabilités. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de louvoiement, de mise sous le boisseau, de tolérance d'une certaine manière pour des raisons économiques ou pour des raisons parfois qu'on ne comprend pas très très bien en réalité sur le fond politique. Mais écoutez, Clémentine Autain, merci encore pour cette interview. Je refais, comme pour les autres, l'invitation à venir en plateau une prochaine fois sur nos antennes. Et on va suivre maintenant les engagements de l'Assemblée nationale et de votre groupe. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Alors, Anaïda Gopian, vous l'avez entendu, globalement, c'est quand même une forme d'unanimité de la classe politique française. Cependant, si je regarde, effectivement, on a quand même l'impression que maintenant l'œil est focusé sur l'Arménie, que la question de l'Artsakh, globalement, je dirais pas qu'elle est passée en oubliette, mais que la priorité du moment, c'est l'Arménie parce que l'Arménie est attaquée. Tout à fait, et je le regrette parce que l'Arménie est attaquée, mais l'Artsakh est attaqué aussi. Je rappelle ce chiffre parce que je veux qu'il imprègne. 120 000 Arméniens aujourd'hui qui vivent en Artsakh et qui tous les jours font face aux menaces de l'Azerbaïdjan. Voilà, 120 000 Arméniens qui risquent de mourir. Donc on ne peut pas passer cette question aux oubliettes et se dire que c'est l'Arménie aujourd'hui qui est menacée, parce que, en fait, si on accepte ça, demain on acceptera que le Sunni qui est menacé, mais qu'il faut préserver Yerevan. Ensuite, que la région de Sevan est menacée, mais qu'il faut préserver Yerevan. Et puis quand ils seront aux portes de Yerevan, on ne pourra plus rien faire. Donc voilà, ça commence par l'Artsakh, 120 000 Arméniens qu'il faut sauver. Alors, concrètement, sur les sanctions, parce que qu'est-ce qu'on demande comme sanction à l'égard de l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce que le CDCA demande comme concrètement? Le gel des avoirs de la famille Aliyev d'abord, comme l'a évoqué ça commence par le gel des avoirs de la famille Aliyev, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va par la coopération entre la France et l'Azerbaïdjan, par les aides de l'Agence française de développement vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est toute une panoplie de sanctions sur lesquelles on peut travailler et discuter, mais c'est des sanctions toutes simples et je crois que c'était la députée Sabrina Agresti-Roubache qui le disait, c'est qu'une première étape. Parce que, encore une fois, si je compare avec ce qui se passe en Ukraine, les sanctions ne sont qu'une première étape. L'étape suivante, c'est l'aide militaire qui est urgente parce que l'objectif de l'Azerbaïdjan est clair et qu'il va falloir y faire face. Donc voilà, le gel des avoirs, ce sera une première étape, les sanctions seront une première étape, mais il faudra rapidement passer à l'étape suivante qui est celle de l'aide militaire, parce que sinon on risque tout simplement l'effacement de l'Arménie de la carte. On l'a vu, ça peut paraître comme un sujet plus léger, mais on l'a vu, des sanctions appliquées dans le domaine sportif à l'égard de la Russie, qui a été interdite des coupes européennes de football, qui a été interdite des éliminatoires du prochain championnat d'Europe, dont le Grand Prix de Formule 1 de Sochi a été annulé, et pour autant, il existe encore un Grand Prix de Bakou qui aura lieu le 30 avril, c'est-à-dire quelques jours après le 24 avril. Il concourt encore dans les coupes européennes, ils vont bientôt jouer un match à Nantes, il me semble. Le mal nommé Karabakh va jouer un match à Nantes. Est-ce qu'il devrait y avoir une intervention de la France dans le domaine sportif auprès des fédérations internationales pour, par exemple, exiger l'interdiction de l'Azerbaïdjan aux compétitions internationales et pourquoi pas aux Jeux Olympiques de Paris? Va-t-on accueillir en 2024 une délégation de l'Azerbaïdjan à Paris, alors qu'ils sont sur le territoire souverain de l'Arménie? Je suis complètement d'accord. C'est encore une fois ce deux poids deux mesures qui est complètement incompréhensible. Je suis curieuse de savoir si la Formule 1 a vu ces vidéos de crimes de guerre. Si elle ne l'a pas vu, nous, on est en tout cas en train de travailler pour qu'ils puissent les voir. Parce que je ne comprends pas comment on peut continuer à collaborer, à mettre en avant un État qui est criminel et qui a le racisme au plus haut niveau de son organisation, qui est fièrement anti-arménienne et tout simplement arménophobe. C'est juste pas possible. Et donc, effectivement, il va falloir travailler en ce sens. On le fait déjà et on va continuer à le faire, notamment pour le prix de Formule 1 de Bakou, mais pas que.
Pas que, parce que effectivement on parle des Jeux Olympiques, on parle de plusieurs autres étapes, on parle de ce FC Karabakh, on se rappelle des déclarations racistes de son président. Voilà, je veux dire, les faits sont là, personne ne peut les nier, ces vidéos circulent fièrement sur les réseaux sociaux et ça rappelle encore une fois l'esprit d'impunité de ces troupes azerbaïdjanaises qui non seulement commettent ces crimes, en plus les filment et en plus les diffusent sur les réseaux sociaux, avec par ailleurs, je tiens à le souligner, beaucoup de likes, de commentaires positifs de la part d'une audience azerbaïdjanaise qui est complètement accoutumée à ces faits-là, et donc c'est très choquant. Voilà, comment on collabore avec ces États-là? Comment on considère que ces États-là sont des partenaires fiables pour citer Madame Ursula von der Leyen? Mais écoutez, Anne Negopian, merci encore. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu pour votre première sortie en tant que présidente du CDCA. Ça fait aussi très plaisir d'avoir une femme présidente d'une des plus grandes organisations arméniennes en France, en tous les cas qui travaille sur le plan politique. Merci encore. Merci aussi au sénateur Retailleau, au sénateur Ouzoulias, ainsi qu'aux députés Sabrina Agristi-Roubache et Clémentine Autain d'avoir participé à cette émission qui, il me semble, a permis de montrer que l'union de la classe politique française pour l'Arménie et aussi pour l'Artsakh. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.